Pour cette rentrée, Benoît, les défis ne manquent pas, ça c'est sûr, surtout en ce qui concerne la cybersécurité. Alors selon vous, avec l'explosion, on en a parlé avec nos invités, du temps passé sur les écrans, notamment par les plus jeunes, il est crucial de savoir comment protéger nos enfants et nous-mêmes contre les dangers du cyberespace. C'est justement tout l'objet de votre chronique du jour. Alors on va débuter avec une question d'actualité. Et c'est vrai, on parle beaucoup d'arnaques en ligne, surtout en cette période de rentrée, Benoît. Quelles sont donc les principales menaces à surveiller? La première menace, c'est l'hameçonnage, le phishing en anglais. C'est ce qu'on a souvent coutume d'appeler la mère de toutes les attaques. Ça concerne à peu près 50% des tentatives d'attaque qui sont menées contre les entreprises et une très grande partie des attaques menées contre les particuliers également. Alors, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Oui, pour l'hameçonnage, les cybercriminels vont usurper l'identité des marques les plus connues, certainement celles qui sont autour de la table aujourd'hui, parce que c'est le meilleur moyen de se faire passer pour elles et d'arriver jusqu'à l'utilisateur. Donc il ne faut pas se précipiter, il faut toujours vérifier si vous recevez un email qui contient des informations, eh bien vérifiez que celles-ci sont exactes. Et pourquoi pas, plutôt que de cliquer dans l'email, aller directement sur l'application qui est censée vous envoyer et ou vous demander des informations pour être sûr que ce soit bien elle qui vous le demande. Bon, on note tout ça. Les autorités aussi, Benoît, évoquent également une catégorie de logiciels malveillants nommée InfoStealer. Alors, quelle est cette menace et pourquoi elle inquiète notamment le monde de l'éducation? Alors, c'est effectivement l'OFAC, c'est l'Office anti-cybercriminalité qui a lancé, ou je dirais relancé l'alerte, parce que ce sont des menaces que l'on voit depuis des années, mais qui sont partie prenante du paysage cybercriminel. Un InfoStealer, c'est un logiciel malveillant, un virus, qui va s'installer sur notre ordinateur ou notre smartphone. Et celui-ci va faire du vol d'identifiants. Alors ça peut être des mots de passe, ça peut être des logins, ça peut être également des cookies de session, bref, tout ce qui va nous permettre de se connecter ou de nous identifier sur Internet. Et ce qui est particulièrement intéressant avec ces InfoStealers, c'est qu'ils sont notamment diffusés via YouTube, dans des liens, dans des commentaires, ou via Discord. Et ces InfoStealers en particulier vont cibler des populations plutôt jeunes, qui vont ensuite leur permettre de récupérer des logins et des mots de passe, notamment à l'ENT, et ou dans les universités recherche. C'est un sujet d'ailleurs qu'on avait abordé au panorama de la cybercriminalité au CLUSIF avec le RSSI, l'Université de Paris-Dauphine. C'est malheureusement un sujet d'actualité qui dure. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première alerte parce qu'une campagne d'information a été menée dès mai 2024. Oui, tout à fait. Et notamment avec l'aide d'un gendarme qui est d'ailleurs champion de e-sport, qui s'appelle Yassine Mouktadi. Et il a porté un message accompagné d'une vice-procureure. Ils ont mené une campagne qui s'appelait Opération Cactus. Dont on a parlé d'ailleurs avec eux dans l'émission la saison dernière. Et effectivement, alors ces deux premiers risques sont d'importance. Quels sont les conseils partagés peut-être par vous-même, par les experts, par les autorités aussi pour s'en prémunir? Oui, alors je suis désolé, je vais faire une petite liste à l'après-vert. Il y en a à peu près une dizaine. On va reprendre les bases pour la rentrée. Le premier, c'est de ne pas désactiver l'antivirus, notamment quand on est sur des forums ou sur Discord et qu'on vous dit tiens, voici un logiciel magique qui va te permettre d'accéder gratuitement à une IA, par exemple. Oui. Par contre, pour l'installer, il faut désactiver l'antivirus. Donc ça, bien entendu, il ne faut pas le faire, parce que si on désactive l'antivirus, c'est que derrière, il y a une menace. Le deuxième, c'est mettre à jour régulièrement ces appareils, ces logiciels, et ça, c'est important, parce qu'il y a des failles, c'est normal, et pour combler ces failles-là, les éditeurs font des mises à jour régulières. Il faut, nous, aussi les appliquer, sinon ça ne sert à rien. C'est sûr. Et le troisième conseil, ça va avec le premier conseil, on ne télécharge pas de logiciels dont on ne connaît pas la provenance, on évite d'utiliser des applications piratées, des vidéos piratées, des forums sur lesquels on n'est pas sûr de là où on va se retrouver, notamment, pourquoi pas, des IPTV. Quatrième conseil. Eh bien, face au message suspect, on revient finalement à la mère de toutes les attaques, qu'est l'hameçonnage. Donc attention aux messages alarmistes, aguicheurs et ou trop beaux pour être vrais. Ça, c'est le quatrième conseil. Cinquième conseil, on évite d'ouvrir des liens et ou de cliquer sur des pièces jointes dans ces messages. Et puis surtout, on active la double authentification. Et ça va avec le sixième conseil qui est également de bien choisir ses mots de passe pour se créer un compte, notamment sur des applications. Vous nous conseillez aussi un gestionnaire de mots de passe, c'est utile? Oui, c'est très très utile et surtout, à contrario, on ne sauvegarde pas ses mots de passe dans son navigateur. Ça peut être très pratique, mais les InfoStealers, c'est exactement ce qu'ils vont aller chercher. Ce qu'ils ciblent. Bon, alors on va revenir avec vous à la rentrée. C'est souvent l'occasion du premier smartphone aussi pour les ados, Benoît. Alors comment le sécuriser et en passant sécuriser aussi ceux qui en possèdent déjà un? Bien sûr, ça vaut pour les parents, ça vaut pour nous qui rentrons de vacances et qui avons certainement beaucoup utilisé notre smartphone. Donc en plus des conseils déjà cités qui sont la base, eh bien on peut reprendre plusieurs catégories. Celui du téléphone, le matériel en lui-même, donc là on le met à jour. On met également un mot de passe fort
fort ou une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale pour éviter que si jamais on le laisse, par exemple, pendant les cours ou en intercours, que quelqu'un ne puisse venir et rentrer dans notre smartphone qui contient toute notre vie privée. C'est sûr. Et puis ensuite, on va appliquer des conseils plutôt d'usage, d'utilisation, notamment la gestion du temps et la gestion du contrôle parental, c'est-à-dire là où on va et ce que l'on peut voir quand on est un jeune. Merci Benoît. Alors il y a un autre sujet qui va peut-être vous intéresser, Lancelot, c'est le temps d'écran. Le temps d'écran, comment on le gère, et notamment avec la rentrée scolaire où le rythme il doit être repris de manière intense. Oui, complètement. Alors le temps d'écran, c'est difficile parce que les jeunes ont besoin d'aller chercher des informations, notamment sur le NT, mais il faut que les parents mettre clairement des limites et que ça soit défini. Alors le contrôle parental est la solution garde-fou technique qui va nous aider, mais le dialogue est quand même la meilleure des solutions pour pouvoir faire en sorte que le jeune utilise bien son smartphone. Bien, Ariane Meu, effectivement. Alors avant de passer à un autre sujet, qu'est-ce que vous pensez d'un antivirus sur un smartphone? Est-ce que c'est utile? Alors la réponse courte est oui, bien sûr, parce que c'est un ordinateur, donc il faut le protéger comme tout autre ordinateur. Bon, et comme toute rentrée aussi, le cyberharcèlement, malheureusement, est un problème de plus en plus courant. Quels conseils donneriez-vous aux parents et aux jeunes pour se prémunir des risques? En parler, se renseigner et faire appel soit aux autorités, soit aux associations. Je pense notamment à e-Enfance, qui est une association qui va donner des conseils, mais également pouvoir aider en cas de problématiques liées au cyberharcèlement. C'est un numéro court, c'est une application mobile. C'est vraiment l'endroit vers qui on peut se tourner quand on a un problème de cyberharcèlement notamment. Et quand on est cyberharcelé, donc quand tout ça se passe en ligne, est-ce qu'il y a un intérêt à porter plainte? Oui, énormément, parce que déjà, on se fait reconnaître en tant que statut de victime. Ça, c'est très important. On se fait accompagner. Et puis ensuite, c'est surtout de pouvoir remonter jusqu'à ceux qui mènent le cyberharcèlement et donc de pouvoir faire cesser cela, à la fois parfois par le judiciaire, mais également juste par des bons rappels pour pouvoir emmener ceux qui harcèlent et qui parfois ne comprennent pas la portée de leurs actes. Alors, dernière question avec vous, Benoît. Ça veut dire que la police et la justice, ils ont pris conscience aussi de ces enjeux cyber? Ah oui, énormément. Il y a énormément d'actions qui sont menées. J'avais essayé de faire une liste, mais ça prendrait plus qu'une chronique. Le monde cybercriminel est très complexe. C'est tant mieux, cela dit, si ça prend plus qu'une chronique. Tout à fait, parce qu'on a vraiment... C'est en mouvement. Voilà, la police, la gendarmerie, la justice, on l'a vu avec l'opération Cactus, il y a vraiment beaucoup d'opérations qui vont aider à la fois à prévenir, mais également à aider les victimes en cas de problème.